Bon retour parmi nous. Nous sommes rejoints par le lieutenant-colonel Daniel Davis, vétéran de combat à 4 reprises et animateur de la très populaire émission YouTube Daniel Davis Deep Dive. Je laisserai un lien dans la description. Merci d'être revenu parmi nous. Nous vous en sommes reconnaissants. Nous avons parlé il y a seulement quelques jours et vous avertissiez que cette guerre approchait. Malheureusement, vous aviez raison, comme d'habitude. Maintenant que la guerre dure depuis 2 jours, elle ne semble pas se dérouler comme prévu. Je veux dire, toutes les parties doivent sans doute faire bonne figure et revendiquer des succès dans n'importe quelle guerre. Mais au cours des 2 derniers jours, nous avons vu beaucoup de chaos et il est difficile de penser que cela faisait partie du plan. Voyez-vous une erreur de calcul stratégique de la part des États-Unis, ou s'agissait-il d'un coût qu'ils étaient prêts à assumer? C'est une grave erreur de calcul, mais malheureusement, c'en était une qui était évidente avant même que tout commence. Tous les signes étaient là. Tu as mentionné que j'avais vu venir la situation et que je l'avais annoncée. Honnêtement, ce n'était pas très difficile pour moi, car les signes que nous avions reçus montraient clairement que sauf un revirement de dernière minute de Trump, ce qui restait toujours possible, je laissais toujours une petite marge pour cela, tout indiquait le contraire. Mais en me basant sur les mouvements de matériel et d'équipement militaire, sur les déclarations faites et sur la position des forces, cela me paraissait évident, parce que j'ai déjà vécu cela, je l'ai vu 1 fois, en fait 2 fois, en tant que membre des forces armées, observant exactement le même type de montée en puissance. Aux États-Unis, et l'une des raisons pour lesquelles j'étais si sûr de moi en annonçant la guerre russe lorsqu'elle a éclaté en 2022, c'est que, souvenez-vous, la plupart des gens pensaient « Oh, ce ne sera qu'un autre déploiement. Les Russes ne vont pas vraiment le faire, ils ne font que fanfaronner. » Mais j'ai dit non. Celle-ci est fondamentalement différente, pour la même raison que les 2 autres que j'ai vues. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Quand on regardait le type de force que la Russie avait rassemblé, ce n'était pas seulement des forces de démonstration. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, avec tous les soutiens nécessaires. La logistique, le soutien médical, tout ce qu'il faut pour maintenir des opérations de combat. Tout était déplacé vers l'avant, exactement comme ce que j'ai moi-même vécu lorsque je faisais partie d'une force en déploiement. Et donc j'ai dit non, c'est quelque chose qui est prépositionné pour être utilisé. Et j'en avais beaucoup parlé avant l'affaire. Donc vous savez, on ne pouvait pas revenir en disant « Eh bien, tu l'as appelé plus tard ». C'est pour ça que j'étais si confiant sur ce point. Pour les mêmes raisons. C'était la logistique aérienne, les capacités de ravitaillement, les C-17, les transports C-5, leur nombre énorme, environ 50% de tout notre inventaire. Et puis, bien sûr, le grand nombre de chasseurs, les groupes aéronavals, tout cela. Quand on regarde tout ça, on se dit non, c'est conçu pour être utilisé. Ce n'est pas de la pression, ce n'est pas une tentative de convaincre qui que ce soit d'atteindre un résultat, parce qu'il l'avait déjà fait. C'était en quelque sorte l'élément clé pour moi, ce qui m'a convaincu que l'Iran était déjà disposé à engager une négociation. Et en fait, je pense que l'histoire retiendra que s'il y a eu un moment central où notre échec a été annoncé, c'était la veille, lorsque le ministre des Affaires étrangères d'Oman, un vendredi soir, je crois, est passé sur CBS News aux États-Unis et a déclaré qu'il s'était mis d'accord avec le négociateur iranien pour présenter certaines propositions, modifications et concessions profondes qu'il souhaitait dans l'accord nucléaire. Ils ont dit qu'ils ne feraient aucun retraitement, 0, alors qu'ils affirmaient auparavant que ce point n'était même pas à discuter. Puis ils ont ajouté qu'ils se débarrasseraient aussi de leur stock, et ils ont précisé qu'étaient au moins sur la table les missiles à longue portée et les forces par procuration, sujet qui n'avait encore jamais été abordé. Ils ont dit
Nous ferons cela plus tard, mais commençons par la partie nucléaire. C'était une occasion en or pour l'administration Trump. Si c'est ce qu'elle voulait, elle l'avait entre les mains. Et quand il a attaqué le lendemain matin, cela a rendu très clair que tout cela n'avait jamais eu quoi que ce soit à voir avec des négociations. C'était depuis le début une question de guerre. Eh bien, maintenant, nous sommes dans une situation où nous avons lancé quelque chose que nous ne pouvons pas terminer. Et je ne me souviens plus, peut-être que c'est ce dont toi et moi avons parlé la dernière fois, mais ma grande frustration, c'est que c'est une guerre qu'on ne peut pas gagner. On fixe des objectifs militaires inatteignables. Et quand le président Trump est apparu tôt ce samedi matin à Mar-a-Lago, il a exposé tous les objectifs de cette opération. Et j'étais consterné parce que je me suis dit que, sauf si le camp iranien faisait quelque chose d'inattendu, s'effondrer, se désagréger par peur ou autre, cela ne fonctionnerait pas. Il n'y a aucun moyen que vous puissiez accomplir cela si leur colonne vertébrale reste rigide. Ils avaient déjà compris à l'avance que cela leur coûterait très cher, mais ils avaient calculé, c'était dans le New York Times quelques jours auparavant, que faire la guerre aux États-Unis était moins risqué que de se soumettre aux États-Unis. C'était encore une fois un autre signe qu'ils avaient pris la décision d'y aller. Et jusqu'à présent, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils en paient le prix, et il ne fait aucun doute qu'il y a eu une destruction profonde de leurs forces armées, de leurs dirigeants de haut rang, tant politiques que militaires, et que leur infrastructure militaire a clairement subi de lourds dégâts. Je suis presque sûr que toi et moi en avons parlé. Ils ont ces installations souterraines partout dans le pays et elles peuvent résister à beaucoup de choses pendant une longue période. Mais nous, non. C'est là le problème essentiel. J'ai dit que nous avions peut-être 4 ou 5 jours de vol à haute intensité. Peut-être qu'on pourrait prolonger ça à quelques semaines si on en faisait un usage judicieux. Mais ensuite, quoi? Si l'autre camp ne capitule pas, on est vraiment dans le pétrin. Et maintenant, c'est là que nous en sommes, on dirait. Il y a des rapports sortis ces dernières heures disant que le président Trump aurait déclaré « Hey, peut-être qu'on peut avoir un cessez-le-feu ». Il me le demande, ce qui doit être complètement bidon. Il n'y a aucune chance qu'il le demande. Pas maintenant. Pas après que leur ayatollah a été assassiné. La dernière chose qu'ils vont faire, c'est accepter un cessez-le-feu dans ces conditions. Sinon, il aurait été emmené dans un lieu sûr. Les preuves suggèrent qu'il savait qu'il allait être assassiné. Et je pense qu'il a volontairement sacrifié sa vie pour être utilisé comme martyr, car il n'est pas allé dans un endroit protégé. Il est resté là où tout le monde savait que se trouvait son complexe. Donc lorsque la frappe est arrivée, il a été tué. C'est ce qui semble s'être passé intentionnellement. Et maintenant, ce résultat ne semble pas ébranler la détermination, mais au contraire consolider le soutien au régime, comme cela s'est produit tout au long de l'histoire. Le monde chiite, il y a beaucoup de manifestations dans le monde en soutien au camp iranien à cause du sacrifice de l'ayatollah. Donc je pense que cela a été une profonde... Enfin, dire que c'est une erreur de calcul semble presque trop faible, car ça suppose que vous pensiez que cela allait peut-être bien se passer. Mais, vous savez, d'après ce que vous pensiez qui allait arriver, vous aviez estimé que cela fonctionnerait, et ce n'a pas été le cas. C'était bien connu à l'avance que sauf si l'autre camp abandonnait, ce que tout le monde disait qu'il ne ferait pas, et que vous y alliez quand même, c'était une erreur profonde. Donc oui, je pense que c'est une grave erreur d'appréciation. Eh bien, il ne semblait pas avoir prévu que l'Iran attaquerait des bases dans toute la région. Le Qatar, les Émirats arabes unis, Bahreïn, Oman, le Koweït, l'Irak, la Jordanie
l'Arabie saoudite et, évidemment, Israël. Mais aussi, comme tu l'as dit, le fait de tuer Khamenei. C'est très étrange qu'ils aient pensé que le gouvernement s'effondrerait. Dans la culture chiite, le martyr est profondément enraciné. C'est quelque chose qui, comme tu l'as dit, peut soit les enflammer, soit les souder davantage. Et dans tout le monde chiite, les communautés chiites d'Irak, du Pakistan, de Bahreïn, tout descendent dans la rue pour soutenir l'Iran, compte tenu de cette attaque et de l'assassinat de leur chef religieux. J'ai vu Trump prononcer un discours dans lequel il affirmait que l'armée iranienne devrait déposer les armes et que les civils devraient descendre dans la rue. Pense-t-il vraiment que c'est ce qui va se passer maintenant? Je le pense vraiment. Je crois qu'il y croit sincèrement. Dans son esprit, tu sais comment les gens projettent souvent. Quelles que soient tes propres valeurs, ce que tu ferais dans une situation donnée, tu projettes simplement cela sur un autre acteur. Et je pense que c'est ce qu'il a fait parce qu'il se dit « Oui, si j'étais à cette place et que quelqu'un de plus fort arrivait, commençait à me bombarder et à tuer des gens, j'abandonnerais. Je dirais juste « D'accord, allons-y. » Donc c'est ce qui va se passer. Et ensuite, il se dit « C'est un peu ce qui s'est passé avec tous ces hors-bords. J'ai tué plein de gens et tout fait exploser. Personne n'a réagi. J'ai capturé le dirigeant d'un autre pays au Venezuela. Rien ne s'est passé. Ils se sont simplement couchés, toute la direction du Venezuela. Il suffit de montrer à quel point tu es dur et ils se coucheront. » Et je pense qu'il croyait que la même chose se produirait ici, sans reconnaître les différences radicales et profondes entre le Venezuela et le pays chiite qu'est l'Iran, comme tu l'as souligné. Je pense donc que c'était une grosse erreur de calcul. Je dirais que le seul domaine où je n'ai pas bien anticipé les choses, c'est celui-ci. L'Iran avait déclaré qu'il attaquerait les bases de tous les pays où l'Amérique était présente dans la région. Nous avons pris cela au sérieux et renforcé considérablement les défenses aériennes. Mais je n'avais pas imaginé qu'ils attaqueraient dès le départ également les secteurs civils de ces pays. Il me semble que leur message était « Hé, vous là-bas, nous souffrons des États-Unis, depuis 2010 d'Israël, puis à partir de l'assassinat de Soleimani par les États-Unis en 2019. Nous avons été frappés sans relâche, et vous les protégez. Vous installez ces bases et ils les utilisent contre nous. Alors il est temps que vous ressentiez un peu de douleur, vous aussi. » On dirait que c'est un peu ce qu'ils ont dit, une sorte de grand va te faire voir, en quelque sorte. Et il y a eu de très grosses frappes. Je pensais qu'ils ne feraient pas ça, qu'ils essaieraient plutôt de dire « Hey, ne prenez pas de mesures contre nous, c'est juste contre les États-Unis. » Mais on dirait qu'ils disent « J'en ai marre de me faire marcher dessus. » Ce qui est un autre signe. La raison pour laquelle j'en parle, c'est que cela montre qu'ils sont totalement engagés là-dedans. En gros, ils disent « Écoutez, nous allons même frapper d'autres régimes de la région pour faire pression sur les États-Unis, sur Israël et sur leur soutien dans la région. Ils vont commencer à souffrir jusqu'à ce que tout le monde recule. Et alors peut-être que nous aussi. Peut-être qu'il y aura des négociations plus tard. Je ne pense pas qu'ils vont le faire tout de suite, cependant. Non, c'est ce que je pense aussi. Probablement, oui, ils voudraient mettre fin à tout cela, mais je pense qu'ils veulent infliger encore un peu de douleur. Sinon, on se retrouvera avec une guerre similaire dans 6 mois, probablement pendant les négociations. Mais selon toi, quelle est la stratégie de guerre plus large de l'Iran ici? Parce que j'ai aussi été un peu surpris par les cibles civiles, aéroports, hôtels. Le ministre des Affaires étrangères a dit qu'ils avaient attaqué des hôtels parce qu'ils hébergeaient des troupes américaines. Mais malgré tout, j'ai vu beaucoup d'autres cibles civiles qui ne correspondaient pas à cela. Tu sais, ça correspond davantage à ton analyse, selon laquelle il s'agit surtout de faire souffrir. Ils sont passés directement à la fermeture du détroit d'Ormuz. Ils ont attaqué des navires, 4 pétroliers jusqu'à présent, si je compte bien.
Alors, quelle est la stratégie de l'Iran maintenant? Je veux dire, si tu t'asseyais avec les planificateurs militaires, que penses-tu qu'ils diraient? Je pense qu'ils ont calculé qu'ils allaient faire traîner cela pendant plusieurs mois. Ils sont à fond, donc ils vont tout arrêter. Ils avaient laissé entendre qu'ils allaient le faire, mais personne ne les croyait. Et ils en ont assez. Après 47 ans à subir ce genre de traitement, de leur point de vue, c'en est fini. Alors maintenant, de nouvelles règles sont en vigueur et tout le monde devra s'y conformer. Les autres vont enfin goûter à une partie de la douleur qu'ils ont endurée. Je pense qu'ils considèrent cela comme une véritable crise existentielle. Il me semble que, dans leurs conseils, ils ont dû calculer qu'ils allaient en souffrir gravement, sans aucun doute, mais qu'ils auraient une chance d'obtenir un résultat positif à la fin, à savoir vider les États-Unis de leur substance. Tout le problème avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est qu'il s'agit d'une guerre d'usure et que les deux camps disposent de nombreuses ressources. Cela dure donc depuis des années et ils n'en sont toujours pas sortis. Aussi durement que l'Ukraine ait été frappée, elle peut encore continuer à se battre. Les États-Unis, en revanche, ne sont pas comparables au camp russe sur ce point. Nous n'avons pas une telle capacité à tenir des années dans ces conditions. En fait, vous avez entendu le général Jack Keane, le matin de l'attaque, se vanter que nous pourrions tenir 2 ou 3 semaines. Et il a ajouté que cela irait peut-être plus vite parce qu'ils avaient assassiné l'ayatollah. Puis ils ont dit que cela ne prendrait peut-être même pas autant de temps. Eh bien, si c'est votre horizon de planification, pour moi, c'était une autre erreur majeure des États-Unis. Admettre que nous avons une marge de manœuvre aussi étroite. Donc ce que vous dites à l'Iran, c'est assurez-vous de prolonger cela au-delà de 3 semaines, parce que nous allons avoir beaucoup de mal à maintenir suffisamment d'essence pour nos avions, de balles et de bombes pour nos avions, les missiles de défense aérienne, les missiles d'attaque aérienne, les missiles offensifs, toutes ces choses-là. Nous n'en avons pas assez pour soutenir un combat indéfini ici. Nous ne les avons tout simplement pas. Et quel que soit le nombre dont dispose l'Ukraine ou l'Iran, ils sont eux aussi limités. Donc ce n'est pas comme s'ils pouvaient continuer pendant des années non plus, mais ils peuvent tenir plus de 3 semaines. Je pense qu'ils ont fait ce calcul. Et quand vous voyez ces vidéos de plus en plus nombreuses venant d'Israël, et que vous constatez maintenant ce que je redoutais, et ce qui me met en colère aujourd'hui, à propos des pertes, les États-Unis, quand ces pertes vont commencer à s'accumuler, et croyez-moi, ils vont tout faire pour accélérer ces chiffres de pertes dans les deux camps, les gens chez eux vont commencer à dire « Attendez une minute, pourquoi avez-vous fait ça? Où est cette victoire rapide? » Et surtout, si cela s'éternise au-delà de 3 semaines, les gens vont dire « Attendez, vous aviez dit que ce serait une victoire facile, quelque chose que nous pourrions régler rapidement. » Maintenant Trump dit « Hey, peut-être qu'en 3 jours, on peut obtenir un cessez-le-feu ou une négociation. » Mais que se passe-t-il si c'est le 4e jour, le 5e jour, et qu'il n'y a toujours aucun signe? Les bombes et les missiles continuent de tomber du côté iranien. Ensuite, ils commencent à frapper davantage de cibles pendant que nous manquons de missiles de défense aérienne. Et s'ils commencent à envoyer vague après vague, 300-400 à la fois, de drones Shahed, dont on dit qu'ils en ont des dizaines de milliers, ils pourraient maintenir ce rythme pendant longtemps. Nous ne les avons même pas encore vus, du moins pas à grande échelle. Et nous avons déjà vu certains drones en petit nombre franchir les défenses américaines, notamment à Bahreïn, où une vidéo bien connue circule. Si l'on continue sur cette voie et que soudainement, nous ne parvenons même plus à arrêter les drones parce que nos capacités de défense aérienne s'épuisent et que nous commençons à subir encore plus de pertes au fil du temps,
alors il y aura une pression politique énorme, à la fois sur Jérusalem et sur Washington, pour chercher une solution. Et maintenant, je pense que si vous me demandez quel était leur objectif global du côté iranien, c'est de provoquer tellement de souffrance que nous revenions, la tête basse, en quête d'un accord négocié bien pire pour nous que celui qui était sur la table la veille de tout cela, proposé par le ministre omanais des Affaires étrangères. Eh bien, ces accords sont désormais terminés. Ils ne reviendront jamais avec des conditions aussi généreuses. Désormais, ils vont exiger beaucoup en retour. La levée des sanctions, la modification des désignations, la suppression de l'étiquette de terroriste, et ainsi de suite. Je ne sais pas s'ils nous feront confiance sur quoi que ce soit, mais s'ils obtiennent quelque chose de ce genre, un changement dans les négociations et les sanctions, cela pourrait être une victoire pour eux, quelque chose qu'ils pourraient envisager. Mais cela va nous coûter très cher pour en arriver là, car la colère et la haine à leur égard sont immenses. Et maintenant, notre arrogance a été mise en évidence, elle a été remise en question. Car admettre que nous ne sommes pas assez forts pour imposer la conformité à la petite Iran, ça va être un énorme problème pour notre camp, quelque chose qu'ils ne feront pas facilement. Et cela sera âprement disputé entre tous ces bellicistes et fauteurs de guerre qui ont adoré tout cela et qui suppliaient Trump de le faire. Et il a fini par céder. On peut imaginer qu'ils continueront à pousser. Et bien sûr, ensuite, ils accuseront Trump s'il accepte quelque chose de ce genre, en disant « Oh, il n'avait tout simplement pas l'endurance, il n'avait pas le courage ni la force de continuer. Nous aurions dû rester. » Tu sais, ils accuseront tout le monde sauf eux-mêmes, et ils verront le désastre qu'ils ont créé, ce qu'ils voulaient, ce que cela nous a coûté. Mais il y a beaucoup en jeu ici. C'est un peu comme ça que je vois les choses évoluer, ce qui veut dire que beaucoup plus de gens vont mourir et que beaucoup plus de choses vont exploser. Mais étiez-vous surpris cependant qu'il n'y ait pas eu ici d'escalade progressive, qu'il soit passé à l'offensive totale aussi rapidement? Je veux dire, on n'est qu'à la fin du deuxième jour, et déjà tous ces pays ont frappé le détroit d'Ormuz, y compris des cibles civiles. Comme vous l'avez dit, ils y vont à fond. Cela vous a-t-il pris par surprise? C'était du 50-50. Je n'étais pas surpris, mais je n'étais pas complètement d'accord non plus. Je ne pensais pas qu'ils iraient aussi loin. Comme je l'ai dit, ils sont allés un peu plus loin que je ne l'imaginais. Mais c'est logique. C'est ce que j'aurais fait. D'après leurs 47 ans d'histoire, je ne pensais pas qu'ils le feraient. Je pensais qu'ils iraient plus fort que pendant la guerre des 12 jours. Je pensais qu'ils attaqueraient les bases américaines, et je pensais que c'était du pile ou face pour le détroit d'Ormuz. Je me disais que ça pourrait être une tactique de négociation, du genre très bien, on va intensifier les choses. Mais il me semble maintenant, d'après les preuves, que dans leur conseil de discussion, avant que tout cela ne commence, ils ont dit « Non, on y va à fond ». Si les États-Unis et Israël déclenchent cette guerre, nous serons tous impliqués. Donc maintenant, je pense que leur calcul est essentiellement « Oui, il n'y a plus rien à intensifier maintenant que vous avez assassiné notre atoll ». Et lors de cette même réunion du Conseil, selon mon évaluation fondée sur les preuves, ils ont dit « Hey, il a 26 ans. Il n'avait de toute façon plus très longtemps à vivre. » Et je pense qu'il a dit « Je ne vais pas descendre dans les tunnels. Je ne vais pas me cacher. Je vais rester exactement là où je suis chaque jour. Et quand les bombes tomberont, elles m'emporteront à ce moment-là. Servez-vous de moi comme martyr et utilisez cela pour rallier les gens dans notre pays et dans d'autres parties de l'islam chiite. » Et il semble que cela fonctionne, du moins pour l'instant.
Et j'en ai vu, j'ai parlé à l'un d'eux, et j'ai lu qu'un ami à moi en avait interviewé un autre Iranien qui était farouchement opposé à l'ayatollah et avait déjà manifesté contre lui. Ils ont dit, « Écoutez, vous nous mettez dans une situation terrible parce que nous détestions l'ayatollah et voulions nous débarrasser de ce régime. Nous protestons depuis des années. » Je connais ce type depuis plus de 10 ans et d'autres ont dit la même chose. « Écoute, même si nous ne l'aimons pas, tu crois vraiment qu'on va se rallier à Israël, notre plus grand ennemi dans la région, qui nous fait subir tout ça depuis l'attaque de Stuxnet en 2010, en assassinant nos gens à Téhéran, en faisant exploser nos ambassades, et maintenant ils nous ont attaqués 2 fois. » Tu penses qu'on va adopter ce qu'ils font et réussir d'une manière ou d'une autre? Non. Et ils ne vont pas venir nous dire que Reza Pahlavi va devenir le nouveau dirigeant de l'Iran. Sérieusement? C'est la famille contre laquelle nous nous sommes soulevés en 1969. Il n'y a aucune chance qu'ils le reprennent ou qu'ils puissent diriger une quelconque coalition en Iran. Du moins, c'est mon avis. Donc ils sont en colère contre Israël, ils ne vont pas l'accepter. Si notre idée était de semer assez de chaos et de blesser la direction iranienne pour que le peuple se soulève parce qu'on a tué un tas de leurs gens et fait tout ça, et que ça se termine par « youpi, bravo pour nous », eh bien, ce n'est pas comme ça que ça marche. Comme Lindsey Graham, c'est lui le plus grand partisan de cela. Je pense qu'ils sont en colère contre lui aussi, parce que les hypothèses étaient gravement erronées. Maintenant qu'ils sont dans une mauvaise position, ils ne vont pas se retourner contre leur propre pays et embrasser ce qu'ils appellent depuis 47 ans le petit Satan, ou le grand Satan, dans notre cas. Donc je pense que peu importe les propos étranges qui sortent de la bouche de Trump, du genre « Oh, ces grands et merveilleux habitants de l'Iran, nous avons hâte de les rencontrer. » Ils se disent « Écoutez, nous savons que c'est le même genre de langage que vous utilisez avec tout le monde. Vous avez dit ça à propos des gens en Libye, vous l'avez dit à propos des gens en Somalie, vous l'avez dit à propos des gens en Afghanistan, en Irak, etc. Vous dites toujours ce genre de choses. Et puis vous partez dès que la situation devient désagréable. C'est ce qu'ils disent. Et nous savons comment cela se termine. Nous avons déjà vu ce scénario. Donc nous savons que ce n'est pas à propos de nous. Vous ne ferez rien pour nous une fois que vous aurez obtenu ce que vous voulez, c'est-à-dire la chute de ce régime. C'est une autre raison pour laquelle ils ne se précipitent pas pour faire ce que nous leur demandons. En gros, devenir nos bottes sur le terrain pour que nous n'ayons pas à envoyer une armée. Je pense qu'ils disent, oui, vous voulez une armée? Amenez une armée. Si vous voulez intervenir et faire tout ça, faites-le. Ne nous demandez pas de mourir en grand nombre sur le terrain simplement parce que vous ne voulez pas envoyer une armée. D'ailleurs, on ne vous aime même pas. Cela complique aussi notre stratégie. Oui, c'est tellement... Enfin, tu sais, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui détestent vraiment Trump. Certains ont même quitté le pays parce qu'ils ne l'aiment pas. Mais même ces gens-là ne soutiendraient pas, tu vois, des forces chinoises bombardant Washington ou New York. Je veux dire, c'est un peu fou, cette idée qu'on peut simplement vendre le concept selon lequel, oui, on se bat avec vous, le peuple. En réalité, c'est juste une manière d'affaiblir l'opposition. Je voulais quand même te demander quelque chose à propos de la vulnérabilité des porte-avions et de la marine américaine en général, parce que les missiles iraniens semblent aller partout, touchant des cibles dans presque tous les pays de la région. Pourtant, la marine américaine semble être... Enfin, je ne sais pas si elle est restée intacte. Je n'ai rien vu. Les Iraniens ont-ils tenté quelque chose, ou est-ce simplement hors de leur portée? Je ne sais pas. J'ai vu une vidéo qui prétend venir de touristes chinois ou quelque chose comme ça.
Je ne suis pas sûr que ce soit à Haïfa ou à Tel Aviv, quelque part, où ils affirment montrer cette vidéo granuleuse d'un navire américain touché. Je ne sais pas. Il y a tellement de deepfakes en circulation. On ne peut plus rien prendre pour argent comptant, même les vidéos qui semblent très crédibles. Donc je ne sais pas. Je n'ai certainement entendu aucun rapport à ce sujet. J'avais entendu dire qu'il y avait eu des rapports de pertes américaines, tuées au combat, plus tôt dans le processus, comme dans les premières heures. Et le Pentagone, ou pardon, le commandement central, le CENTCOM, a dit non, il n'y en a pas eu. Eh bien, d'après certaines sources directes que des amis à moi connaissent, ils savaient qu'il y en avait, mais c'est ce qu'ils disaient. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, ils ont confirmé qu'il y avait eu 3 morts, 5 blessés graves et plusieurs autres blessés plus légèrement. Mes sources disent même que ce chiffre n'est pas exact. Il est sous-estimé, il est plus élevé que cela. Donc on peut s'attendre à ce que d'autres informations sortent. Il est possible qu'il y ait eu certains incidents, mais nous ne les avons pas encore signalés. Nous craignons les nouvelles car, contrairement à ce qui se passe sur Terre où il y a 10 000 caméras de téléphone portable à chaque fois qu'il se passe quelque chose en ville, ce n'est pas le cas en mer. Personne ne le saurait, à moins que ce ne soit rapporté. Alors peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. C'est une chose qui m'a surpris, je m'attendais à voir cela. Mais savoir si cela ne s'est pas produit, ou si nous n'en avons simplement pas encore connaissance, je ne peux pas vraiment le dire pour l'instant. Eh bien, comment évalueriez-vous les évolutions à venir dans les prochains jours et semaines? Encore une fois, il s'agit d'une guerre d'usure, n'est-ce pas? Faut-il la juger selon la capacité de chaque camp à infliger de la douleur à l'autre, mais aussi à l'endurer? Est-ce ainsi que nous devrions comprendre les actions des deux côtés? Ou bien les États-Unis recherchent-ils plutôt En fin de compte, c'est une bataille de volonté. Je veux dire, on peut dire cela de toute guerre en général, mais celle-ci encore plus parce que nous avons choisi d'y aller à moindre coût. Nous avons dit, faisons intervenir toute cette puissance navale et aérienne, mais pas de troupes au sol, parce que c'est une sorte de tabou aux États-Unis. Et il y a beaucoup de gens, y compris le sénateur Trump, je crois le sénateur Cotton, le sénateur Cruz et le sénateur Lindsey Graham, qui se sont tous vantés à plusieurs reprises du fait qu'il n'y avait pas de troupes au sol. Personne n'en parlait. Le président Trump l'a dit parce qu'ils savent que c'est quelque chose que les électeurs américains détestent. Alors ils se sont dit, eh bien peut-être qu'on peut gagner à moindre coût. Mais au lieu de cela, contrairement à 2003, quand nous avions une grande puissance aérienne et navale et une force terrestre crédible de centaines de milliers de soldats qui, si nécessaire, intervenaient sur le terrain, eh bien vous savez, si vous parlez du président Trump, disant au CGRE, aux forces de police et aux Basiji et à tous les autres de déposer les armes. Eh bien, cela n'a aucun poids s'il n'y a personne pour te forcer à le faire. Juste des bombes qui tombent. À moins d'avoir une armée capable d'intervenir et de l'imposer, comme les Irakiens l'ont fait quand nous leur avons dit la même chose. Et puis voilà que la première division blindée arrive en roulant dans la rue. Là, ça a du mordant. Mais ici, il n'y a pas de division blindée, personne sur le terrain. Absolument personne. Donc, ils n'ont aucune raison de capituler. Ils se disent simplement, tout ce qu'on a à faire, c'est survivre à l'assaut. Et tu sais, ils savent combien d'armes nous avons, ou du moins, ils en ont une assez bonne idée. Ils savent que nous avons été saignés, tu sais, profondément. Peut-être pas jusqu'à la dernière goutte, mais nous avons été profondément saignés par tout le soutien que nous avons apporté à Israël depuis octobre 2023. Ils savent que nous avons été saignés à cause des 4 années d'envoi ininterrompus vers l'Ukraine. Et peu importe que Trump ne l'ait pas donné, il l'a vendu. Nos stocks ont tout de même diminué,
et notre production est par-ci là-bas. Rien n'a été remplacé de ce qui a été perdu pendant l'administration Biden. Cela a continué à s'amenuiser. Et maintenant, tout à coup, nous en avons besoin. Et ils le savent. Regarde, ils ont accumulé tout ce matériel pendant des années, des décennies, parce qu'ils ont toujours vu cela comme une possibilité. Nous n'avons aucune idée du nombre de missiles qu'ils possèdent réellement, ni du nombre de drones qu'ils ont, parce qu'ils sont cachés sous terre. Et vous savez, nous ne pouvons pas les compter. Nous ne pouvons pas les observer avec des satellites. Mais on peut imaginer qu'ils en ont beaucoup. Le sénateur Ted Cruz a déclaré aujourd'hui qu'à sa connaissance, l'Iran est capable de produire en ce moment, malgré toutes ces sanctions, tous ces incendies, toutes ces attaques que nous avons menées, environ 100 de missiles par mois. Donc tout ce qui a été perdu pendant la guerre de 12 jours a été remplacé. Et nous ne savons même pas combien ils en avaient avant cela. J'ai entendu des estimations très différentes, mais quoi qu'il en soit, c'est une quantité non négligeable. Et cela s'ajoute aux dizaines de milliers de drones qu'ils possèdent. Je pense qu'ils ont essentiellement dit que ce serait un test de volonté politique. Notre volonté, c'est de maintenir l'effort au-delà de leur fenêtre de 2 semaines, de l'étendre sur 2 ou 3 mois supplémentaires. C'est là qu'ils commenceront vraiment à souffrir. Parce que si nous n'avons plus beaucoup de missiles de défense aérienne, et que nous nous retrouvons comme l'Ukraine, avec un nombre insuffisant de Patriots, d'Iris-T et d'autres systèmes de défense aérienne, alors la Russie pourra intervenir et saturer la zone avec plus de missiles qu'il n'y a d'intercepteurs. Certaines choses passeront à travers. L'Iran pourrait se retrouver curieusement dans la même situation que la Russie, celle où nous épuisons la majorité de nos intercepteurs au rythme où nous allons actuellement. Et tout à coup, nous ne pouvons plus en abattre autant. D'ailleurs, il y a eu des images assez spectaculaires. Je pense que nous allons en montrer un extrait dans notre émission cet après-midi. Tourné par un Américain, apparemment un vidéaste américain, je crois que c'était à Bahreïn. Il avait la caméra braquée vers le ciel et on pouvait voir un missile arriver. Puis on a vu un intercepteur Patriot se lancer pour le rencontrer. Et comme les angles étaient parfaits, on a pu voir qu'il avait raté sa cible. Le Patriot a manqué et l'autre missile est tombé tout près de l'endroit où se trouvait l'homme au sol. Je veux dire, c'est le premier jour, c'était le tout premier jour, et on voit déjà qu'il nous manque des moyens. Maintenant, imaginez si on n'en a même pas assez. Alors le missile arrive, et il n'y a aucun défenseur, pas même un seul missile qui décolle. Et on peut voir qu'une fois que cela se produit, ils peuvent commencer à envoyer de plus en plus de ces drones à bas coût dans les airs, parce qu'on ne peut pas non plus les abattre en grand nombre. Donc je pense que le camp iranien calcule, nous allons simplement augmenter ta souffrance jusqu'à ce que tu ne puisses plus tenir. Notre stratégie, en revanche, c'est plutôt « oh mince, je pensais que ce serait réglé en quelques jours, peut-être 1 semaine ou 2, et qu'ils capituleraient. » C'est donc encore l'espoir. Ils disent qu'il nous reste encore quelques semaines de frappes vraiment intenses et qu'il y a beaucoup de souffrances que nous pouvons infliger du côté iranien. Je suis sûr que nous continuerons, avec Israël, à essayer de causer autant de dégâts que possible, en espérant pouvoir les pousser à ce point. Mais si nous dépassons ce stade et que le camp iranien reste viable, tandis que le nôtre s'épuise, nos stocks de missiles offensifs et défensifs diminuant, peu importe la puissance de notre marine, le nombre de nos avions de chasse ou de batteries de missiles patriotes. Rien de tout cela n'a d'importance si vous n'avez pas les missiles. C'est la question clé que trop peu de gens reconnaissent. Il s'agit de l'inventaire de vos missiles offensifs et défensifs. Et il se peut que l'Iran en ait davantage, certainement plus à utiliser ici.
Je veux dire, à moins que nous ne retirions tout de l'Indo-PACOM ou d'ailleurs dans le monde pour les amener ici, et que nous nous retrouvions littéralement les mains vides partout ailleurs, cela pourrait poser un vrai problème. Mais il y aura une tentation de le faire. Cela pourrait être un problème majeur, très majeur pour notre camp si ça ne se termine pas en quelques semaines. Adieu donc le pivot vers l'Asie. C'est le contraire de ce que Trump prévoyait de faire. Cela va être le pillage de l'Asie pour obtenir ce dont nous avons besoin pour nous battre ici. Désolé, juste une dernière question rapide. Vous avez mentionné que les États-Unis pouvaient, s'épuiser et que les Iraniens pouvaient infliger beaucoup de souffrance aux États-Unis. Mais selon vous, quelle est la zone la plus vulnérable? Parce que si je conseillais les Iraniens, je leur ferais remarquer qu'ils disposent de nombreux points de pression sur lesquels ils peuvent appuyer contre les États-Unis. Ils peuvent frapper les intérêts américains dans la région, c'est-à-dire toutes les bases militaires. Ils peuvent frapper les États du Golfe, voire des cibles civiles, pour s'assurer que ces pays souffrent beaucoup, même des raffineries de pétrole, tout ce qu'ils veulent viser. Ils peuvent aussi s'en prendre à l'économie mondiale, par exemple en fermant le détroit d'Ormuz ou en perturbant le trafic aérien. Ils peuvent également concentrer leurs efforts sur Israël. En ce moment même, des missiles tombent sur Jérusalem. Quelle zone, selon vous, risque de céder en premier? Cela nous dira où en est réellement l'état d'esprit iranien en ce moment. D'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, je pense qu'ils ont voulu faire une déclaration en tirant sur Dubaï, Bahreïn et certaines autres villes. Je crois qu'ils disent en substance « D'accord, message envoyé et reçu ». Je pense que nous avons compris cela. Mais maintenant, comme la quantité est un facteur important, je pense qu'ils vont se tourner vers des cibles de plus grande valeur. Et pour les États-Unis, le point de pression, ce sont les pertes humaines. Je pense que c'est ce qu'ils vont viser, car il y a déjà eu beaucoup de colère sur les réseaux sociaux américains, même à des niveaux élevés, à propos des pertes déjà subies. Donc je pense qu'ils vont donner la priorité à tout ce qui peut provoquer un grand nombre de victimes américaines dans toute la région, sur toutes nos bases. Et peut-être qu'ils commenceront à s'en prendre aux navires. Je ne sais pas. Et ensuite, la même chose en Israël. Je pense qu'ils vont s'attaquer aux capacités susceptibles de provoquer des pertes. Je pense qu'ils visent d'abord l'armée, surtout tout ce qui est lié au renseignement. Ils adoreraient frapper ces cibles-là. J'ai vu certains rapports indiquant qu'ils ont effectivement attaqué des installations de renseignement à l'intérieur de Jérusalem, essayant de réduire leur capacité à suivre ce qui s'y passe. Et bien sûr, s'ils peuvent cibler les lance-missiles du côté israélien ou leurs avions, ce serait une cible de grande valeur. C'est pareil pour l'US Air Force. S'ils pouvaient les neutraliser ou détruire les ravitailleurs, ce serait aussi très important, car cela limiterait notre capacité à utiliser même les chasseurs que nous possédons. Mais je pense que ce qu'ils feront ensuite dépend de ce que nous ferons. Si nous ne nous en prenons pas à l'infrastructure pétrolière iranienne, leurs sources d'énergie, leurs raffineries et ainsi de suite, et je n'ai vu aucun rapport indiquant que nous l'ayons fait pour l'instant, peut-être que oui, mais je n'en ai pas vu. Mais si nous commençons à nous en prendre à cela, surtout à grande échelle, et que nous pouvons cibler ces objectifs, ce ne serait pas très difficile. Alors je pense que vous verrez l'Iran commencer à changer de cap. Parce qu'une partie du message, j'imagine, c'est que lorsqu'ils frappent toutes ces cibles civiles, je peux dire, c'est mauvais pour vous. Et je crois que c'était au Qatar, ou peut-être à Dubaï, qu'ils ont frappé un hôtel très en vue au centre de la ville, plein de touristes et tout le reste. Ils ont frappé un aéroport, mais ils se disent, tu sais, on pourrait aussi frapper autre chose qui compte pour vous, et c'est votre infrastructure pétrolière. Nous pouvons frapper vos raffineries.
Nous pouvons frapper vos stations de transfert dans les ports, etc. Nous pourrions causer des dégâts considérables qui prendraient beaucoup de temps à réparer et coûteraient bien plus cher au royaume eux-mêmes. Mais je ne pense pas qu'ils le feront, à moins que nous nous en prenions au leur. Donc si nous essayons d'intensifier les choses pour infliger plus de douleur au camp iranien, alors je pense qu'on pourrait assister à une extension du conflit. Tu parles de l'échelle de l'escalade? Je pense qu'elle a commencé au 4e ou 5e échelon, mais il en reste encore au-dessus auquel on peut monter. Il y a donc encore une marge pour l'escalade, et j'espère que nous n'en arriverons pas là. Mais ce sont ces choses-là qui m'inquiètent.